Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, je reviens vers vous pour vous présenter donc le chapitre manquant dans la série concernant la dynamique des structures, qui est le chapitre 10 et qui concerne les systèmes à plusieurs degrés de liberté en système propre. Donc, on veut calculer les valeurs vectorielles des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 9, on a déjà présenter ce système-là et on a essayé de calculer les valeurs et vecteurs propres de façon théorique. Sauf que, en général, donc, je rappelle rapidement ce que c'est un problème propre. Un problème propre, c'est un problème où on va négliger l'amortissement et la force extérieure. Bien sûr, ce problème propre est un problème beaucoup plus théorique qui, en réalité, ne va pas exister sur la réalité. Donc, une structure a toujours tendance à s'arrêter dans le temps. Et donc, ça reste donc un modèle théorique qui va nous permettre de calculer deux caractéristiques importantes qui sont les pulsations ou fréquences propres de vibration et les modes propres, qui sont deux caractéristiques importantes pour le calcul des réponses dynamiques définitives. Des fois, donc, on a besoin uniquement de la valeur propre et des fois, donc, on a besoin de la valeur vectorielle. Donc, bien sûr, lorsque le système est de taille petite, en général, les matrices sont très petites à gérer et on peut donc calculer de façon mathématique exacte les valeurs vectorielles propres. Là, c'était l'objectif du chapitre 9. Par contre, en réalité, donc, surtout en génie civil, donc, les matrices sont très, très importantes parce qu'on a tendance à prendre un nombre de degrés de liberté très important, des milliers, voire des dizaines de milliers de degrés de liberté. Et donc, nos matrices, elles sont vraiment très grandes, de façon à ce que les gérer donc, mathématiquement, c'est de l'impossible. Et on a recours vers les méthodes numériques. C'est pour ça que notre objectif dans ce chapitre-là est de traiter les systèmes de façon générale, c'est-à-dire les systèmes qu'on a tendance à rencontrer en génie civil avec une modélisation. Vous allez remarquer que ce chapitre est purement numérique, donc ça nécessite un peu de connaissances, surtout vis-à-vis de la méthode des éléments finis, qui est l'une des méthodes les plus puissantes numériques. Et donc, ça nécessite un peu de connaissances pour cette méthode-là, parce que en général, le chapitre repose sur une présentation matricielle numérique basée sur les principes de la méthode Zérophini et en définition donc une structure de façon continue. On en rendra une structure discrétisée de telle façon que on va limiter le nombre de degrés de liberté totale. Une structure en général comme j'ai dit, donc c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de degrés de liberté qui vont conditionner les tailles des matrices qu'on va gérer. Donc, ceci dit, si on va prendre notre équation fondamentale de la dynamique des structures, donc cette équation-là, si je néglige l'amortissement et la force extérieure, donc on retrouvera notre problème propre, comme j'ai dit, là, donc on l'a détaillé dans le chapitre 9. Bien sûr, K c'est la rigidité, M c'est la masse, U, c'est le vecteur de déplacement, et le second, c'est le vecteur accélération. Donc là, la solution de ce système donc, nécessite une solution en U, donc de façon générale, et on va la supposer de forme harmonique avec un vecteur donc, de taille n par n, donc c'est de taille donc n composante. Si je exprime la dérivée seconde pour obtenir l'accélération, donc on obtient un vecteur co-accélération. Donc là, en remplaçant rapidement, donc on va retrouver sur un système matriciel du type, donc ceci est un problème propre, ou bien si j'écris lambda est égal à oméga au carré, donc on obtient donc sur la forme matricielle k moins lambda 1 phi est égal à 0, où le lambda va exprimer donc notre valeur propre et phi va exprimer notre vecteur propre. Donc, comme vous remarquez, on a deux types d'inconnus, lambda et phi. Donc là, la solution de ces équations-là, c'est cette solution-là qui nous intéresse dans ce chapitre-là d'une façon. Bien sûr, si ça c'est si en général la masse existe, donc la matrice masse existe plus souvent, c'est en dynamique des structures. Mais si la masse n'existe pas, c'est-à-dire si la masse est une identité, on retombera sur un problème beaucoup plus spécifique et général et classique, donc
ce qu'on appelle le problème propre standard avec une matrice masse est égale à l'identité. Et donc, on va résoudre ce type d'équation. Ce type d'équation, on le trouvera en général dans des phénomènes comme le calcul de la stabilité, de façon générale, où on veut calculer uniquement la charge critique d'une structure ou bien des problèmes de transfert de charge. Donc, bien sûr, pour résoudre ces problèmes-là, puisque phi est différent de 0, donc on retournera sur la seule condition, il faut que le déterminant soit égal à 0. Le déterminant, donc, si on développe ce déterminant, on va retrouver un polynôme de degré n, qui est l'ordre des matrices, et qu'on va essayer de le résoudre pour nous donner les différents nombres. Bien sûr, ce polynôme-là, si n tend vers disons, une infinité de degrés de liberté, c'est impossible donc de résoudre cette équation-là de façon mathématique. Et puisqu'on devrait chercher donc les n lambda qui sont les valeurs propres pour nous donner par la suite les n phi, c'est-à-dire les n secteurs. Donc, c'est ça à peu près généralement ce qu'on veut calculer par les problèmes propres de façon générale. Donc, en remplaçant là, on revient sur le calcul qui nous intéresse, donc n valeur du couple oméga FI du système considéré. Donc là, il faut faire attention parce en général, le déterminant des déterminants, en général, il admet n moins une équation active. On remarque qu'une équation ne sert à rien du tout. Et dans ce cas, donc, on ne peut pas résoudre la valeur exacte de phi. Donc, ce qu'on fait, on suppose, en ajoutant une autre équation, donc on suppose une valeur initiale de phi et on calcule les autres en fonction de cette valeur. C'est pour ça que phi n'est pas un vecteur exact, mais c'est un vecteur qui donne une forme homogène. Donc le choix là, on peut choisir comme on veut. Donc on peut même choisir par rapport à une valeur maximale. Donc, et on va calculer toutes les autres valeurs par rapport à cette valeur maximale. Donc là, c'est la solution finale. Donc, des fois, on n'a pas besoin de toutes les valeurs et vecteurs propres. Donc, on n'a besoin que de quelques valeurs propres. Et là, on travaille sur c'est un espace un peu réduit, donc, où un nombre demandé P de solutions est inférieur à 1. Donc là, on peut encore calculer donc, le système propre en réduisant donc, les matrices, que ce soit matrice phi ou matrice oméga, donc par rapport au vecteur recherché. Donc, quelques remarques pour terminer cette partie-là. Si M et K sont symétriques, c'est souvent le cas en dynamique des structures. M, des fois, elle est même diagonale, donc c'est très intéressant dans le calcul numérique. Alors, oméga et phi sont réels. Si M et K sont définis positifs, ça veut dire qu'on obtiendra des valeurs propres positives uniquement. Si M et K sont si M et K ou M ou K sont semi-définis positifs, là on trouvera des valeurs nulles en plus des valeurs positives dans le calcul des valeurs vecteurs propres. Donc, vous savez très bien qu'une valeur propre qui est nulle, c'est une valeur propre qui correspond à un mode rigide. Donc, d'une façon générale, c'est comme si la structure va se déplacer tout entière de façon rigide, même avec ces conditions limites. Par contre, si M est constamment défini positif, là, ça peut aller vers les valeurs négatives de lambda. Et ce système-là, on trouvera beaucoup plus dans le calcul de la stabilité des structures, c'est-à-dire le calcul des valeurs critiques. Le premier cas, quand mes cas sont définis positifs et symétriques, c'est généralement le cas en dynamique des structures où on a beaucoup d'avantages sur ces matrices-là, M et K, en dynamique des structures, symétriques, définies positives. Elles sont non singulières lorsqu'on introduit les conditions limites. Donc, lorsqu'on introduit les conditions limites, elles deviennent non singulières, donc on peut les inverser. Donc, tous ces avantages ont permis de nous donner donc, des algorithmes très intéressants quant à la résolution des problèmes propres ou bien de façon générale. Donc, avant de commencer les différentes méthodes, donc, on va énumérer quelques propriétés des systèmes propres, bien que quelques-unes, on les a énumérées donc, dans le chapitre 9. Donc, on va les répéter parce que, en général, les méthodes qui sont utilisées et qui sont définies pour la résolution des problèmes propres reposent sur certaines de ces propriétés. C'est très important. Donc, alors,
Première propriété, donc on peut linéariser notre problème propre. Si on pose lambda I1 phi, si on le calcule, on remarque qu'il a le sens, il devient le sens d'un vecteur, donc R. Et si je pose phi est égal à U, là, si je pose phi est égal à U, j'aurai donc un système linéaire de type U est égal à U. Donc il y a beaucoup d'algorithmes qui reposent sur cette idée-là. Donc, passant par un système linéaire. Donc, c'est comme si je transforme un problème propre en un algorithme donc linéaire qui va me permettre de résoudre facilement le système. Donc, deuxième propriété, si je multiplie un vecteur propre par un scalaire, il va me donner toujours un vecteur propre. Un vecteur propre multiplié par un scalaire va me donner un autre vecteur propre. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que le vecteur propre n'a pas de valeur exacte, c'est des amplitudes, donc inconnues, et donc même si je multiplie par un autre facteur, donc ça me donne toujours des amplitudes de façon donc, qui ne sont pas exactes. Donc un vecteur propre fournit une direction dans l'espace vectoriel dans le N. On peut normaliser ces vecteurs propres donc, par rapport à la masse, on l'a déjà vu. Troisième propriété, c'est la normalisation. Donc la normalisation, c'est normer les vecteurs de façon donc, à obtenir ce résultat, c'est-à-dire phi I transpose un phi en matrice, ça me donne l'identité, ou bien phi en valeur, phi I transpose infini va me donner la valeur. Les modes propres, donc, en général, comme j'ai dit, reposent sur le choix d'une composante et on calcule donc les autres composantes par rapport à cette composante-là. Donc, on a plusieurs méthodes pour définir ces composantes-là. Ce qui est intéressant, c'est que en général, on utilise la normalisation pour pouvoir simplifier le choix des modes propres. Donc, la normalisation, elle peut être par rapport à la rigidité, comme elle peut être par rapport à la masse. Quatrième propriété, c'est l'orthogonalité des modes propres. On l'a déjà donc vu au chapitre 9. L'orthogonalité des modes propres, c'est assurer une transformation de la masse par rapport avec les vecteurs propres qui va devenir égal à 0 lorsque pour i différent de c, i différent de j. Donc, phi i transpose 1 phi j est égal à 0 par rapport à la masse ou bien par rapport à la rigidité. Donc, on aura phi i transpose k phi j qui est égal à 0 pour i différent de j. Donc là, si elle est égale à 1, c'est pour i est égal à j est égal à 1, donc c'est la normalisation. Si elle est différente, donc i est différent de j, elle est égale à 0, c'est l'orthogonalité. Maintenant, si j'ai les deux, on les appelle donc les vecteurs M orthonormés. Donc j'en ai les deux et j'utilise le Kronecker, donc en général delta j, qui prend 1 lorsque i est égal à j et qui prend 0 lorsque i est différent de j. On dit que les vecteurs propres sont M orthonormés pour dire qu'il y a une combinaison entre l'orthogonalité et la normalité. Donc, maintenant, pardon, deuxième propriété des polynômes. Donc, on va peut-être la même chose quand on a parlé des propriétés des modes propres. Donc, on va parler des propriétés polynomiales des polynômes propres. Donc, maintenant, on peut premièrement parler de la séparation des valeurs propres. Des fois, on a besoin de connaître exactement quelles sont les valeurs propres qu'on va calculer. Donc ça, c'est très important. Donc là, si j'ai un problème propre à résoudre, P de lambda qui est égal à 0, donc on va chercher les différentes valeurs propres, on va les classer par ordre croissant de la plus petite vers la plus importante. Donc là, si je veux vraiment séparer les valeurs propres, on utilise un théorème très important qu'on va voir. Donc, si j'enlève la dernière colonne et la dernière ligne de K et la dernière colonne et la dernière ligne de M, j'obtiens deux autres matrices, donc avec d'ordre n-1, que je peux les réécrire sous forme de problème propre et que je peux les résoudre pour déterminer donc les n-1 solutions propres de ce système réduit. Là, c'est très important. Je peux généraliser ça et donc de dire que je ne sais pas les valeurs propres. Donc, je vais les écrire sous cette forme-là, où lambda 1, c'est la plus petite. Après, c'est L1, lambda 2, L2, jusqu'à donc lambda n-1, n-1 et lambda 1. Je peux généraliser et au lieu de supprimer une ligne et une colonne derrière, je peux éliminer les R derrière ligne et colonne.
Et on aura donc un système réduit en M et K de R. Et là, donc, on peut calculer le polynôme PR de lambda, qui est un polynôme restant. Et je peux donc les placer et les séparer de cette façon-là. Là, donc, ceci s'appelle ce qu'on appelle la suite de Storm. Elle est connue donc en élément fini. Deuxième propriété des polynômes, donc, c'est la réduction de l'intervalle autour de la valeur propre recherchée. Donc, deux fois on cherche à localiser un petit peu où se trouve la valeur propre parce que c'est très important dans la recherche des valeurs propres. Donc, on essaie de trouver une zone où se trouve la valeur exacte des problèmes propres. Vous savez qu'en numérique, on part en général de valeurs approchées et qu'on essaie de la converger vers la valeur exacte. Donc, là, ce qu'on appelle réduction de l'intervalle autour de la valeur recherchée. On va supposer donc une constante ou bien un réel quelconque nu et qu'on va essayer de retrouver les valeurs, les valeurs propres de ce système K-nu. En général, pour éviter toutes les inverses et des matrices, en général, on décompose les matrices en ce qu'on appelle en LDLT. LDLT, c'est L, ce qu'on appelle lower matrice, c'est-à-dire une matrice triangulaire inférieure où les éléments de la diagonale est égal à l'unité. D, c'est diagonal matrix, c'est une matrice diagonale où seuls les éléments de la diagonale sont différents de 0. Et LT, c'est la transposée de L qui devient donc une matrice supérieure où les éléments de la diagonale est égal à 1. Donc, quand on décompose une matrice en général sous cette forme-là, LDLT, le calcul des valeurs propres devient simple parce qu'il suffit juste de calculer le nombre de termes dans la diagonale de D et voir s'il y a des valeurs négatives. Donc, le nombre de termes négatifs dans cette matrice D, en général, est égal au nombre de valeurs propres du système inférieur à la valeur nu qu'on a supposée. Donc là, si je suppose nu est égal à 2 et que je résous le problème propre K moins 2m en général phi est égal et je la décompose en L et LT, je vais voir donc le nombre de termes négatifs dans la diagonale. Si je trouve un terme négatif dans la diagonale, ça veut dire que j'ai une valeur propre qui est inférieure à nu, et là, donc, je peux la situer dans son intervalle. Maintenant, si une valeur propre, si nu est une valeur propre, si au début vous allez tomber sur le choix arbitraire d'une valeur propre, là, donc, vous trouverez une matrice singulière et bien sûr, votre valeur propre sera donc, dans la diagonale ici, donc dans D, vous allez trouver au moins un terme. C'est cette technique de réduction de l'intervalle et de la décomposition LDLT. Donc, la décomposition LDLT, ça, c'est très classique. Donc, normalement, on l'a vu dans les premières années universitaires. Il suffit d'utiliser les méthodes d'élimination en général, soit de Gauss, soit d'autres choses, pour décomposer une matrice en LDLT. Donc, cette méthode-là est très utilisée en éléments finis pour la recherche des valeurs et vecteurs. Maintenant, on suppose une valeur de nu en testant si nu est plus grand ou plus petit que la valeur désirée, on réglera dans l'intervalle dans lequel se trouve cette valeur. Donc, un petit exemple introductif pour montrer un petit peu cette notion d'intervalle. Donc, j'ai une matrice K et une matrice M, et j'essaie donc de retrouver une estimation de lambda, c'est-à-dire de la situer dans son intervalle-là pour avoir une idée sur où peut être lambda. Donc là, on va prendre 4 cas possibles. On peut imaginer plusieurs valeurs de nu. Donc, mu est égal à 1, mu est égal à 8, mu est égal à 5 et mu est égal à... Mu est égal à 1, donc je remplace ici donc K moins mu M, donc K moins mu M, et j'aurai donc une nouvelle matrice que je peux la décomposer, donc en L et T. Vous voyez donc là, L, c'est la matrice avec une diagonalité égale à 1, c'est une matrice triangulaire inférieure. Ça, c'est la transposée de L, et ça, c'est la matrice uniquement diagonale, donc avec des éléments diagonaux. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les éléments, les 3 éléments de la diagonale sont positifs, donc je n'ai pas de valeur négative. Ça veut dire aucun élément n'est inférieur à nu est égal à 1, ce que je supposais au début. D'accord? C'est 0 élément inférieur à 0 élément. Donc, ça veut dire que, puisque j'ai 3,
ça veut dire que lambda 1 ainsi que lambda 2 et lambda 3 sont tous supérieurs à nu est égal à 1. Donc, c'est un point de départ. Donc, je prends maintenant la deuxième valeur 8 et je vais encore décomposer cette valeur k moins nu m en LDL. Donc, je retrouve une matrice diagonale ici et je remarque que j'ai trois éléments de la diagonale sont négatifs. Ça veut dire que j'ai trois valeurs propres inférieures à 8. Ce qui veut dire que lambda 3 ainsi que lambda 1 et lambda 2, toutes sont inférieures à 8. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque maintenant que les trois valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sont situées entre 1 et 8. Là, donc, il faut faire attention parce que ce que vous voulez chercher, soit lambda 1, soit lambda 2, soit lambda 3, et vous allez vous situer dans ces trois valeurs dans le calcul suivant. Donc, si je veux lambda 2, par exemple, je prends nu égal à 5 et je fais le même travail, je remarque que j'ai deux valeurs négatives qui sont inférieures qui sont négatifs, pardon. Donc là, je peux dire que les deux premières valeurs, lambda 1 et lambda 2, sont inférieures à 5. Par contre, lambda 3 reste supérieur à 5, donc c'est la troisième valeur, elle est supérieure à 5. Donc dans ce cas, lambda 3, elle est située entre 5 et 8. Par contre, lambda 1 et 2, elle est située entre 5 et 1. Ça, c'est très important, donc si vous voulez continuer le travail. Donc là, vous remarquez que, comme j'ai dit, lambda 3, elle est située entre 5 et 8. Si je veux lambda 2, donc je prends une valeur entre 1 et 5, et là, je fais le même travail. Je vais retrouver une valeur négative, donc j'ai une seule valeur dans inférieure à 3. Ça veut dire que j'ai la première valeur qui est inférieure à 3. Donc, dans ce cas, la deuxième valeur est supérieure à 3, ce qui veut dire que lambda 2, elle est comprise entre 3 et 5. Et là, donc, je peux continuer au fur et à mesure. Je peux réduire cet intervalle en prenant maintenant nu est égal à 4 et ainsi de suite, donc pour avoir une valeur précise. Par contre, si vous voulez calculer lambda 3, donc il faut aller vers cet intervalle-là, ou bien si lambda 1, il faut aller vers cet intervalle. Donc, comme j'ai dit, ça c'est très important dans le calcul des vecteurs et vecteurs propres si on veut situer où se trouve notre valeur propre. Troisième propriété, donc ce qu'on appelle la translation spectrale. La translation spectrale, c'est simple, ce qu'on appelle le shifting. C'est au lieu de commencer avec 0, je peux commencer avec une valeur et tendre vers la valeur qui est proche de cette valeur-là. Donc, je peux déjà faire une translation. Je commence par un ρ, une valeur de ρ, et je vais essayer donc de s'approcher de la valeur qui est tout proche de ρ. Ça, c'est très important, surtout si vous avez des valeurs nulles, donc on peut les contourner. Si vous avez des problèmes numériques, on peut les contourner en faisant une translation spectrale. Donc, comme ça on l'indique, c'est comme on va translater notre repère de spectre de 0 vers une valeur. Donc là, c'est très important. Et ça peut même accélérer la convergence. Des fois, ça accélère la convergence parce qu'on s'approche plus proche, on s'approche de façon plus importante de la valeur exacte. Donc là, la démonstration reste une démonstration donc simple. On ajoute beaucoup plus une valeur ρ à notre problème et on va essayer donc de résoudre un problème propre avec ρ. On remarque qu'en général, c'est des valeurs qui sont translatées. Donc, comme c'est uniquement la valeur propre qui est translatée, donc on va on va calculer notre problème translaté, donc ce qu'on appelle ce problème-là, donc on va le résoudre en mode propre. Il va nous donner les ρ et il va nous donner les psi, d'accord? Et là, donc, on va retrouver que les valeurs finales du système initial, celui-là, donc, le lambda correspond à ρ plus nu u et les phi, les vecteurs propres sont les mêmes. Donc là, c'est comme si donc, je vais aller vers une translation des valeurs propres. Donc, c'est très intéressant pour le calcul des mots propres rigides. Comme j'ai dit, si on a une valeur 0, donc on va la sauter et on va aller vers la première valeur qui est non nulle. Et puis, surtout pour les algorithmes qui ne calculent que les valeurs positives. Donc, quatrième propriété, c'est comment transformer donc un problème généralisé en un problème standard. On a dit que les problèmes généralisés avec m différent de m existent. Et dans un problème standard, m est égal à l'identité. Donc, en général, ce problème-là, on a donné beaucoup d'importance à ce problème-là. Donc, c'est généralement plus simple à numériser parce qu'on évite donc de trimballer avec la matrice masse, mais
On a trouvé l'astuce, donc en général, on peut transformer ceci en ceci dans généralisé. Celui-là, on le trouve en général en dynamique des structures, comme j'ai dit, et celui-là, il est très répandu dans le calcul de la stabilité des structures ou bien dans le transfert des chaleurs. Donc là, le passage de l'un à l'autre, la démonstration est là. Il suffit de multiplier par l'inverse de K moins 2K, qui est supposément singulier, c'est-à-dire qu'on peut l'inverser, et on retrouve donc un autre problème propre de ce type où la résolution va nous donner des inverses de lambda, donc et des phi, la même chose, les mêmes vecteurs propres, mais l'inverse de la valeur propre. Donc là, il y a quelques inconvénients en général. K-1 est difficile à avoir et si je fais le produit K-1, en général, il n'est pas symétrique, bien que K et M le sont. Donc, on est obligé de stocker toute la matrice, ce qui donne un inconvénient en numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On décompose la matrice K en triangulaire supérieur et inférieur, ce qu'on appelle la décomposition STS. Donc là, par n'importe quelle méthode, la même chose pour les skis ou des conditions spectrales. Et on va contourner ce problème de K-1 et du produit K-1 M. Donc on retrouve l'équation généralisée de ce type-là. Donc on pouvait transformer la masse M, mais en général pour des matrices masses mal conditionnées, on trouvera donc de très mauvais résultats à la fin du calcul propre. Donc, j'ai dit, après vraiment des transformations, on retrouve un problème de type A psi est égal à alpha psi. Donc, vous remarquez que c'est un problème classique standard où la matrice masse est égale à l'unité. Donc, avec A qui est égal à cette expression-là, donc, j'ai bien transformé un problème standard en un problème généralisé en un problème standard. Donc, l'avantage, c'est que A reste une matrice symétrique, donc on ne stocke que la partie triangulaire supérieure et inférieure. La résolution de ce problème propre me donne alpha et psi. Je veux revenir donc à lambda et phi. Donc là, je reviens et je calcule lambda et phi par ces deux expressions que j'ai posées au départ. Donc, là, c'est simple de façon générale. Alors, on arrive maintenant au but de ce chapitre-là et on veut déterminer donc ou définir les différentes méthodes numériques qui existent dans la littérature. Le travail présenté ici, ou bien le cours présenté ici, repose beaucoup plus, comme j'ai dit, sur des références en méthode des éléments finis. Ce sont les plus indiqués pour retrouver un petit peu ces méthodes-là de façon générale. Donc, il y a beaucoup de bibliographies en éléments finis. Certains donc sont très intéressants. Je trouve en général, entre autres, le livre de Klaus Jürgen Bath, Finite Element Procedures in Engineering Analysis, très intéressant pour les ingénieurs qui veulent s'investir dans ce type donc, de méthode. Donc, les méthodes numériques de résolution des problèmes propres sont en général classées en deux grandes familles, ce qu'on appelle les méthodes qui sont basées sur le système itératif et les méthodes qui sont basées sur la transformation. Donc là, globalement, on retrouve ces deux grandes catégories. On va essayer de distinguer, comme l'a fait donc Bath dans son bouquin, on va essayer de distinguer les systèmes grands qui sont supérieurs à peu près à 3 et les systèmes très grands. Quand je dis grand et très grand, donc ça, c'est des milliers, comme j'ai dit, des dizaines de milliers de degrés de liberté et de taille des matrices. Donc, la première catégorie, on va voir les méthodes d'itération vectorielle qui reposent sur le système itératif. Donc, on va voir l'itération inverse, l'itération directe, la translation spectrale dans l'itération et l'itération avec quotient de Rayleigh. Deuxième catégorie, ce sont les méthodes qui reposent sur le principe de transformation, donc Jacobi, classique, Jacobi généralisé et Hausholter-QR. On va voir ce que font les systèmes itératifs sur le polynôme lui-même, explicite et implicite, et enfin les méthodes basées sur la probabilité des séquences de somme. Enfin, on termine avec les deux méthodes les plus populaires qui existent actuellement, ce qu'on appelle la méthode de recherche du déterminant et la méthode d'itération sur sous-espace. Donc, dire l'itération vectorielle, je peux la faire sur la matrice et je peux la faire sur le polynôme
caractéristiques du déterminant. Donc là, c'est très important. Donc on commencera maintenant par dire comment choisir, ou bien se poser la question comment choisir une méthode. En général, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Donc là, on peut choisir une méthode qui est efficace pour un problème et qui peut être non efficace pour un autre problème. Donc c'est pour ça que il faut vraiment avoir une idée sur une expérience de l'utilisation de ces méthodes-là pour dire quelle est la bonne méthode. En général, la méthode dépend du type de problème, généralisé au standard, donc avec une matrice masse unitaire ou non. La nature de la solution voulue. Est-ce que j'ai besoin uniquement de la valeur propre, comme la méthode par pas, donc de résolution pour trouver les réponses dynamiques, j'ai besoin que de la valeur propre. Est-ce que j'ai besoin de la valeur et vecteur propre? Par exemple, la méthode de superposition modale nécessite donc la valeur et vecteur propre. Est-ce que une ou ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en charge pour le choix de la méthode. Nombre de solutions volume. Est-ce que j'ai vraiment besoin de calculer 10 000 valeurs et vecteurs propres? Ce n'est pas le cas en dynamique des structures. En général, en dynamique des structures, en général, si la structure elle est, bonne, elle est conçue de façon correcte, en général, donc 10 à 15 modes au maximum sont suffisants pour résoudre et pour trouver donc les formes et les déplacements dynamiques de votre structure. Donc, au lieu de travailler avec 10 000 degrés de liberté, je vais me contenter de trouver uniquement une solution réduite des valeurs et vecteurs propres. Les propriétés des matrices KM, l'ordre de la matrice, est-ce qu'elle est bondée ou non, est-ce qu'elle est symétrique, définie positive, non définie, etc. Donc, ces propriétés sont intéressantes pour le choix de la méthode. Et puis, le plus important, est-ce que vous avez une machine puissante? Ça, c'est très important. Si vous avez une machine puissante qui peut prendre des tailles aussi gigantesques de matrice KM, là, donc, vous pouvez choisir certaines méthodes. Maintenant, si votre machine est vraiment réduite en taille, en vitesse et ainsi de suite, vous ne pouvez que se satisfaire de certaines méthodes. Donc là, il n'y a pas de règle et c'est à vous de choisir laquelle est bonne pour votre problème. Donc on commence par les méthodes d'itération vectorielle. Qui reposent sur, en général, le principe de l'itération. Comme on sait mathématiquement, un principe itératif, il a trois étapes. D'abord, il faut choisir une solution initiale pour démarrer l'itération. Deuxièmement, cette solution initiale doit passer par une procédure, par un calcul. Et troisièmement, il faut qu'on s'arrête quelque part avec un critère de convergence. Ça, c'est très important, les trois étapes. Si vous voulez vers l'itération, donc, vous devriez choisir une valeur initiale, vous devriez vérifier cette valeur initiale au fur et à mesure et l'arrêter quelque part avec un test de convergence ou bien avec un seuil de convergence. Ce sont les trois étapes dans tout système itératif. Donc, dans notre cas, on va travailler sur les matrices KM, c'est-à-dire le problème propre direct. Et là, donc, pour initier mon itération, je vais choisir une valeur initiale de la valeur propre et du vecteur propre et je vais commencer mon système itératif pour pouvoir satisfaire cette équation au fur et à mesure. Donc, deux possibilités. Soit je le fais en supposant que ce terme-là est un terme qui va représenter une certaine force, comme j'ai dit tout à l'heure, et ce terme-là va représenter à peu près la fameuse relation K fois U, le déplacement, et j'aurai donc un système linéaire à résoudre. Donc, directement, ça, c'est ce qu'on appelle l'itération inverse. Je peux donc, le contraire, supposer celui-là comme un vecteur force et j'essaie donc de résoudre celui-là par rapport à ce vecteur force. Et là, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'itération directe. Donc, d'une façon un peu détaillée, je commence par l'itération inverse et je vais dire que je vais résoudre ce problème par l'itération inverse. L'itération inverse, il faut préciser qu'en général, elle s'intéresse au problème généralisé du problème blanc. Donc, avant d'oublier, cette méthode-là d'itération vectorielle, que ce soit cette méthode d'itération inverse qui repose sur cette première constatation, elle ne calcule que la première valeur propre. Donc, je vais viser beaucoup plus une seule valeur, qui est la première valeur propre par itération inverse. Donc là, je vais
supposer que K est défini non singulier, bien sûr, pour pouvoir l'inverser, et M est peut-être semi-défini, je peux avoir des valeurs 0 sur la diagonale de M, même lorsque je prends donc la matrice concentrée diagonale en 2M. Donc, si K est singulière, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut sauter par une translation spectrale, on peut éviter le zéro et va vers une valeur non singulière. Donc, ça, on va le retrouver tout à l'heure dans les exemples. Bon, euh, première étape, c'est supposer lambda 1 et phi 1. Le plus souvent, on suppose que lambda 1 est égal à l'unité. Et x1, un vecteur quelconque, le plus souvent, donc x1, c'est un ensemble de toutes les composantes vont être égales à l'unité. Et on va essayer de démarrer avec ce vecteur x1 qui représente donc l'unité. Et on essaie de satisfaire l'équation-là à toutes les étapes de nos itérations. Donc, de 1 jusqu'à la convergence, ça peut durer quelques itérations, comme ça peut durer plusieurs itérations. Ça dépend du choix de lambda et de x1. Donc, à chaque fois, je vais exprimer mon équilibre. D'accord? Bien sûr, ça, c'est le premier vecteur choisi. Ce premier vecteur choisi n'est pas forcément égal au vecteur de l'autre côté. Parce que sinon, ça sera une grande chance. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on écrit ça xk plus 1 et ça, c'est xa. Ça, c'est xa. Si c'était le bon vecteur et qu'on est tombé sur exactement le bon vecteur, on aurait écrit ici k fois xk. D'accord? Et comme c'est pas le bon vecteur, donc automatiquement, c'est un autre vecteur qui va s'approcher de xk. Donc là, il faut juste faire attention à chaque fois, en général, pour éviter que XA va nous échapper de façon importante, qu'il croit ou décroît, donc qui va affecter un petit peu des résultats, ou bien qui va essayer de sauter, on le normalise au fur et à mesure. Donc, par rapport à la masse, j'ai dit tout à l'heure, cette normalisation est très intéressante pour accélérer ou bien pour aller vers le résultat exact. Donc, c'est ce qu'on utilise en général dans les logiciels les plus performants actuellement. Alors, rapidement, donc, l'algorithme utilisé, c'est un algorithme qui est tiré donc, de la référence de Bath. Il est tout prêt, donc je ne vais pas m'étaler sur cet algorithme-là. Je vous conseille, si vous voulez, à titre d'exercice, de programmer cet algorithme-là, faire un petit programme qui va vous permettre donc de se familiariser avec ces méthodes-là. Donc, ça, c'est quelque chose de simple à le faire sur des petits exemples, des petites matrices donc, qu'on peut les traiter. Donc, comme j'ai dit, en général, donc, lambda 1, c'est 1, et x1, c'est en général le vecteur unité qui va prendre des valeurs une partout. Donc, on commence par translater et calculer donc, le terme que j'ai dit tout à l'heure, qui va représenter à peu près une force extérieure dans le cas linéaire. Donc, mx1, je commence par mx1, et je vais commencer les itérations au fur et à mesure. Donc là, le YK qui va être comparé avec K, donc, et on va voir donc si vraiment il y a une approche vers la valeur souhaitée. Donc le YA, il devient donc un vecteur extérieur selon cette itération-là. Et puis donc on ajoute un quotient de relais. En général, ce quotient de relais va représenter la valeur propre que je cherche d'une façon générale. Et par la suite, donc, je reviens sur Y. J'itère donc sur Y au lieu de tirer sur XK en général. Donc, ça va me permettre d'économiser un petit peu sur les calculs, tout simplement. Parce que, en général, ici, j'évite donc que ça soit dans le 1042, j'évite toujours, donc, comme j'ai dit, j'évite de faire des multiplications MXK dans les 1042 et 1045. Donc, vous voyez, ceci va s'éviter au fur et à mesure et je vais éviter encore de faire une multiplication par M. Donc, je travaille avec le Y et je laisse à la fin pour retrouver mes X finaux. Donc, si j'ai une convergence, c'est-à-dire si K tend vers l'infini, je vais avoir YK qui tend vers M phi 1 et je vais avoir un R de X qui est le quotient de relais qui tend vers lambda. Donc, la seule condition, bien sûr, il ne faut pas que votre choix de X1 tombe exactement sur un vecteur orthogonal, M orthogonal phi 1. Donc, ça, c'est vraiment
pour tomber sur cette équation-là, c'est vraiment, on est tombé sur un vecteur 1 orthogonal. Deuxième avantage donc de travailler avec les YA au lieu de XA, c'est que dans le Rayleigh, comme j'ai dit, on va aller vers directement la valeur lambda 1 convergée. Donc ça va servir à tester la convergence de l'itération en utilisant donc le Rx qui devient donc un lambda 1 d'une façon générale pour pouvoir le tester par rapport à la tolérance. La tolérance, donc, c'est exprimé en distance moins 2s, où 2s, c'est le chiffre significatif exact. Si je suis à distance moins 6, ça veut dire qu'il me faut 6 chiffres significatifs exacts dans la valeur. Donc là, pour les valeurs propres, pour le vecteur propre, 3, le S suffit suffisamment pour la convergence. Donc là, j'arrive à la fin. Si je suis déjà, si j'ai convergé, donc je prends les dernières valeurs. Si je converge à L, donc je prends les dernières valeurs de RXL et je prends des valeurs de phi1 que je les tiré à partir d'ici, puisque Y1, Y final tend vers M phi. Et comme M phi, je le retrouve ici par rapport, donc ça c'est YK plus 1 que je le retrouve ici, qui devient MXK, donc MX1. Donc si j'enlève les 1 parce que c'est 1 phi 1, j'aurai donc 1 phi 1 qui est égal à, pardon, phi 1 qui est égal à cette expression. Là c'est simple, je reviens aux valeurs et vecteurs propres, donc lambda 1 et phi 1 dans mon système initial. Donc là c'est simple. Un exemple, donc rapidement, sur la méthode d'itération inverse. Donc, j'ai une matrice rigidité et une matrice masse. Je rappelle ici donc votre algorithme que vous pouvez suivre au fur et à mesure. Je choisis donc un vecteur unité de x1, donc 1, 1, 1, et un vecteur donc lambda 1 est égal à 1. Je commence par calculer y1, qui est donc le premier vecteur force, si vous voulez, extérieur de la relation KU est égal à F, et j'aurai donc y1 est égal à 0, 2, 0, 1. Donc, à partir de ça, j'entame les itérations pour k est égal à 1 jusqu'à la convergence. Donc, je calcule kx2 qui est égal à y1 et je tire le x2, la nouvelle valeur de x2. Donc, à part soit décomposition de k, soit par inversion. Je préfère donc décomposer k en LDLT ou bien n'importe quelle décomposition pour que je puisse l'inverser et calculer x2. Donc là, je vais encore continuer et calculer la nouvelle valeur de y2 qui n'est autre que la nouvelle valeur du vecteur force extérieure, donc là c'est y1, et ça va me donner la deuxième valeur donc de y2 bar. Donc là c'est très important parce que ça me permet de calculer donc un vecteur force extérieur. Donc je calcule y2 qui va me permettre de me donner le quotient de Rayleigh qui est égal donc à 0,14, 70, 58, 8 que j'ai dit tout à l'heure, il va converger vers la valeur. Donc là, je continue avec ma valeur de y qui va me permettre de calculer le vecteur propre que je cherche par la suite. Et donc, on arrête à cette itération-là. J'ai deux valeurs. Ces deux valeurs. Je ne peux pas tester donc la convergence que si je continue avec une deuxième itération, donc avec k est égal à 2. Donc la même démarche, elle va me donner encore une autre valeur du quotient de Rayleigh, donc 0,1464, et une autre valeur de y, donc k plus 1, qui est le y top. Donc, je vais tester les deux valeurs de Rayleigh, du quotient de Rayleigh que j'ai trouvé. Donc, ceci, Rx3, Rx2, avec Rx3, donc les deux valeurs, 0,1464, 0,1470 sur 0,1464. Donc, vous voyez que je n'arrive pas à une valeur qui est inférieure à la tolérance, qui est sous distance moins 6. Donc, il n'y a pas de convergence, je vais continuer. La même procédure donc, est poursuivie. Et deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et ainsi de suite, jusqu'à la convergence là. Donc, je vous laisse le soin comme exercice de terminer ceci. Et vous allez remarquer qu'à la cinquième itération, on atteint une convergence donc, de valeur. Donc, vous voyez que c'est une valeur qui est de l'ordre de distance moins 6. Donc là, c'est inférieur à la tolérance. Et on retrouve donc les valeurs finales que ce soit pour Rx6 ou bien pour que ce soit pour Y6 qui sont les valeurs finales des vecteurs et vecteurs propres, des valeurs et vecteurs propres. Donc Rx6 va me donner carrément la valeur propre que je cherche, donc souhaitée, et bien sûr Y6, je vais l'utiliser ici pour pouvoir donc calculer la valeur convergée de phi1 qui est égale à ceci. Donc là, c'est très important pour retrouver. Deuxième
méthode dans les méthodes d'itération donc vectorielle, c'est la méthode directe. J'ai dit là, on inverse. Au lieu de travailler avec le K, on va travailler avec la masse. Donc ça, c'est vraiment, on change la rigidité par la masse. Donc là, ça devient le même schéma, sauf que mon vecteur extérieur devient KXK et l'inconnu, c'est MXA. Donc j'inverse entre les deux et j'aurai presque le même algorithme, donc le même algorithme concernant la méthode d'itération inverse. Il faut rappeler que la méthode d'itération directe ne calcule que la valeur maximale du vecteur et vecteur, de la valeur propre et du vecteur propre. J'ai dit tout à l'heure, la méthode d'itération inverse calcule la première valeur, la méthode d'itération directe calcule la dernière valeur de mon système. Donc, l'algorithme reste le même, comme j'ai dit, sauf que les rigidités et les masses sont inversées dans l'algorithme. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc là, on retrouve exactement la même chose, les mêmes équations, comme j'ai dit, sauf qu'il faut faire attention à ce que votre rigidité soit remplacée par la masse. Et on trouve donc, après convergence, le lambda n et le phi n, donc, comme indiqué ici. Un exemple. J'aurai une matrice de 4 par 4 de rigidité et de masse avec une matrice masse diagonale. Je veux calculer donc lambda 4 avec une précision de 10 sur 6. Donc, de la même manière, donc je rappelle ici l'algorithme pour pouvoir suivre. Je prends un vecteur d'essai, donc 1, 1, 1, et avec une lambda est égal à 1, et je vais essayer d'entamer donc mon processus d'itératif. Donc là, je calcule la première force extérieure, j'ai dit maintenant par rapport à la rigidité, c'est Kx1, et je vais essayer de retrouver mon inconnu, ça c'est l'équivalent d'un déplacement. J'aurai ici l'équivalent de KU est égal à F, et là, donc je vais essayer de calculer mon x2 par rapport à une valeur de y inconnue qui est ici. Donc là, je retrouve mon x2. Le x2 va me permettre de calculer ma nouvelle force extérieure pour que je puisse l'utiliser dans les résolutions. Là, donc, je calcule y2 et y2 va me permettre de calculer mon quotient de relais. La première itération me donne une valeur de 5,93, 13, 30, 33, 33. Avec ça, donc, je peux calculer ma première accélération du soi-disant donc le mode propre, le premier mode propre qui va me donner donc une valeur de ceci. La même chose, donc, j'ai besoin d'une deuxième itération pour tester la convergence. Donc, je continue avec les y2 que j'ai calculés tout à l'heure, donc ici. Je vais continuer avec ceci et je vais entamer mon processus donc itératif. Donc, la même chose, je calcule la nouvelle valeur de R et la nouvelle valeur exponentielle de mon vecteur propre. Donc là, j'ai deux itérations, donc je peux calculer mon test de convergence et je vois qu'il est encore très grand par rapport à ma convergence, donc il faut que je continue. Donc la même procédure, avec k est égal à 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, on remarque à la 10e itération, donc on a une convergence et on retrouve des valeurs donc, du quotient de relais de Y11, donc ce type, avec une tolérance qui dépasse les 10 sur 6 souhaitées. Là, donc, celle-là, elle va converger vers la quatrième, comme j'ai dit, la dernière valeur propre. Il faut dire que le nombre de valeurs propres et de vecteurs propres dépend de la taille des matrices. D'accord? Donc, si j'ai une matrice de 4 par 4, ça veut dire que je peux calculer 4 valeurs et vecteurs propres. Donc, la dernière, ça sera lambda 4, et puis le vecteur propre correspondant, bien sûr, sera calculé par rapport à la valeur de y que j'ai calculé, donc ce y-là. Donc, je vais l'utiliser pour pouvoir calculer la dernière valeur du vecteur propre, donc souhaité. Deuxième type, ou bien troisième type de méthode itérative, c'est ce qu'on appelle la translation spectrale dans l'itération vectorielle. Donc, on en a parlé tout à l'heure rapidement. On a dit que si je veux calculer une valeur autre que lambda 1 et autre que lambda n, je peux translater de lambda 1, d'une valeur proche de lambda 1, pour que je puisse calculer la valeur lambda 2. Et ce sont ces translations spectrales qui sont utilisées avec l'itération vectorielle, que ce soit inverse ou direct, plutôt inverse, parce que en direct, elle n'est pas recommandée en général. Elle est recommandée pour l'itération inverse. Donc là, je fais un décalage
de mon repère de valeur propre pour pouvoir calculer lambda 2, lambda 3 et ainsi de suite. Et ça, c'est très utilisé dans les logiciels officiels donc, et professionnels qui me permettent, à partir de l'itération inverse, au lieu de calculer une seule valeur, je peux translater et calculer à chaque fois la valeur souhaitée. Ça, c'est très important. Donc, sachant que je passe par un décalage de nu, si vous voulez, donc ce décalage de nu, qui va me permettre de calculer la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Donc, pour faire ce décalage, je vais utiliser ce système-là. Donc, je décale la matrice de rigidité par un, ou bien je vais essayer de diminuer la matrice K par une valeur de nu1 pour pouvoir décaler. Et bien sûr, ma valeur propre va changer. Au lieu que ça soit en lambda, ça sera état, une autre valeur propre. Par contre, le vecteur propre va rester le même. Donc là, c'est phi, c'est le même vecteur propre. Donc ce décalage-là permet de calculer état et permet de calculer phi. Une fois que je calcule état, je peux revenir ici. Comme je connais le décalage, donc je peux calculer le lambda j en général par rapport à nu et par rapport à état. Donc là, maintenant, pour choisir nu, mu, c'est pas évident. Donc, c'est pas évident. C'est une opération complexe, bien sûr. On ne peut pas choisir un mu sachant que je ne connais pas les lambdas. Mais dans la littérature, donc, il y a des propositions d'algorithmes qui vont me permettre de choisir de façon appropriée cette valeur. Cette méthode n'est pas recommandée, comme j'ai dit, avec l'itération directe, car le taux de convergence n'est intéressant que pour lambda 1 ou lambda 1 du moment que la convergence se fera vers lambda j. Donc là, c'est une recommandation pour dire que l'itération inverse avec décalage, avec translation spectrale est intéressante. Un exemple, je reprends la matrice masse et la matrice rigidité de tout à l'heure et j'essaie de calculer avec un décalage. Je vais essayer de voir calculer la première valeur propre lambda 1 et phi 1 par itération inverse, et puis la décaler pour calculer, donc, pour voir qu'est-ce qu'on peut calculer avec un décalage de 10. Donc, je vais reprendre rapidement, je ne vais pas le faire sur place, mais vous pouvez le faire comme exercice, si vous voulez, pour calculer par la méthode de l'itération inverse. J'ai dit qu'il va vous donner la première valeur propre. Je pouvais donc utiliser l'algorithme pour calculer lambda 1 et phi 1. Donc, en partant de ces vecteurs-là, vous allez voir qu'après 3 itérations, vous allez trouver lambda 1 est égal à 0,096 et phi 1 est égal à ce vecteur. D'accord? Maintenant, si je décale de nu est égal à 10, la matrice K devient K moins nu1, donc cette matrice-là, que je vais essayer de les résoudre par n'importe quelle méthode pour retrouver donc les phi et les états. Donc, en faisant cette itération, cette résolution par itération, donc on remarque qu'après 6 itérations, je retrouve un Rx7 qui est égal à état 1, bon, 1 pour dire que j'ai calculé une valeur, c'est tout, hein? Mais vous allez remarquer que ce état 1 correspond à la quatrième valeur propre du système initial. Donc, j'ai trouvé 0,68 et j'ai trouvé donc un vecteur à la sixième, à la fin de la sixième itération de ceci. Donc, là, comme j'ai travaillé sur un système de ce type décalé, donc de nu, d'accord, je vais retrouver état, mais j'ai dit que ce n'est pas état qui m'intéresse, c'est lambda. Donc, si je reviens à mon problème initial, je dois retrouver lambda qui est égal à état 1 plus U, qui est égal à 10 puissance, 10, pardon, 63,25, alors que le vecteur reste le même. Donc là, je me suis dit, par rapport à mon exercice de 3 que j'ai ici, finalement, ces valeurs-là correspondent à la quatrième valeur qui est la dernière valeur de valeur propre et vecteur propre du système KN. Donc vous voyez que avec la première valeur que j'ai calculée, j'ai translaté de 10, je me suis retrouvé à la quatrième valeur. Donc vous voyez que avec l'itération inverse, si je fais une translation de 10, je peux calculer la quatrième valeur propre de mon système. Dernière méthode de résolution d'itération vectorielle, c'est la méthode avec un quotient de Rayleigh. Là, c'est très important. Bon, des fois, donc, avec la méthode inverse, ça prend un peu plus de temps. Mais si on veut vraiment accélérer le processus de la méthode inverse, donc je rappelle ici, j'ajoute donc un quotient que j'appelle le quotient de Rayleigh. Ce quotient-là, donc, vous allez remarquer
qu'il va presque un décalage, une translation, il va jouer le rôle d'une translation, donc en général, puisque je vais réduire la matrice rigidité par un coefficient Rxk multiplié par la masse. Donc là, en général, donc l'algorithme reste le même, sauf que je vais accélérer avec ce quotient de relais que je vais utiliser au fur et à mesure. À chaque fois que je calcule le quotient de relais ici, donc je vais l'utiliser pour accélérer mon processus. Donc, pour commencer, bien sûr, il faut choisir une valeur de ce quotient de relais. Le plus souvent, la première valeur avec laquelle j'entame le processus donc, va être égale à 0. C'est-à-dire, je prends le système initial et puis je vais calculer dans la première itération R que je vais l'utiliser donc à la prochaine itération et au fur et à mesure. Donc là, de la même manière, YK tend vers infini et lambda RX tend vers lambda. La paire lambda FI dépend du vecteur initial X1 et du décalage Rx1, donc je vais choisir d'une façon générale. Ça peut converger de façon importante jusqu'à une convergence cubique qui est l'une des priorités les plus importantes dans ce processus. Donc là, un exemple rapide. J'ai une matrice 2 à 2, d'accord? Et ça, c'est l'algorithme de l'itération par quotient de Rayleigh. Donc, vous voyez que j'ajoute ici un Rx4 dans mon processus, dans mon problème propre, et je vais essayer de le retrouver ici à chaque fois. Donc là, je vais l'ajouter ici, et je vais à chaque fois donc l'incorporer pour accélérer le processus. Donc, la première itération, le même principe, donc je choisis unitaire et avec un Rx1 égal à 0. Donc, ça va, maintenant c'est simple, je calcule en utilisant l'itération inverse, carrément. Hein. Donc là, ça va me donner un Rx2 est égal à 2 et un Y2 est égal à ce vecteur-là. Si je vais vers la deuxième itération, c'est la même procédure, sauf que je vais ajouter donc ce R en plus et je vais ajouter que j'ai calculé tout à l'heure, donc celui-là. Donc, il faut le prendre en considération dans le calcul de la nouvelle matrice rigidité pour la deuxième itération et ça va accélérer le processus. Donc, la deuxième itération, j'obtiens ces valeurs-là et après la troisième itération, donc, je vois qu'il y a convergence vers les valeurs exactes. On remarque que X4 converge après 3 itérations. Donc, on peut prendre, je vous conseille de faire un exercice avec un deuxième vecteur d'essai, donc 1 et 0.1, et vous allez voir que ça a un effet sur le nombre d'itérations sur le processus d'itération. Deuxième grand titre concernant les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes de transformation. Les méthodes de transformation, c'est simple, c'est des méthodes donc, qui reposent sur, on va travailler directement sur KM et on va essayer de les transformer sous une autre forme. Le plus souvent, on les transforme ce qu'on appelle la diagonalisation des matrices KM. Diagonalisation, c'est rendre des matrices pleines ou bien symétriques, les rendre donc en matrices diagonales qui seront plus simples à utiliser. Donc, vous remarquez qu'une matrice diagonale, elle est plus simple, je n'ai pas besoin des éléments extra-diagonaux qui doivent être nuls. Donc là, c'est très important, sauf que pour diagonaliser, donc on utilise ce système-là en général. Vous savez très bien que les masses et rigidités donc, peuvent être diagonalisées par rapport à ces vecteurs-là, ou bien cette somme de vecteurs-là, parce que c'est une forme de transformation. Donc, si j'obtiens l'identité, ça veut dire que c'est une matrice diagonale. Si j'obtiens la matrice, ce qu'on appelle la matrice spectrale, c'est la matrice où la diagonale, je vais trouver que les valeurs propres en général. Donc là, c'est une forme de transformation que je vais construire par itération. Donc le principe est d'appliquer des transformations élémentaires successives pour diagonaliser K et M. D'accord? Donc là, je passe par différentes transformations. Je vais commencer par transformer la première matrice, K1, qui est la matrice initiale, la matrice masse, qui est la matrice initiale. Donc, une fois que je trouve une matrice, je vais encore la transformer par une deuxième transformation T2, et ainsi de suite, jusqu'à diagonaliser la matrice à la fin. Donc, lorsque K tend vers l'infini, je trouve une matrice diagonale de rigidité ou bien de masse. Donc, ce sont ces matrices-là qui nous intéressent là, qu'on appelle les matrices de transformation.
Et ce sont ces matrices-là qui vont définir le type de la méthode utilisée, de façon générale. Donc, lorsque les matrices diagonales sont diagonales, que ce soit de rigidité ou de masse, il est plus simple de calculer un vecteur propre de façon générale. C'est le rapport donc, des pivots en général, ou bien des éléments diagonaux de façon générale. C'est le KI sur MII de la dernière itération convergée. Et puis, le vecteur propre, donc, c'est la multiplication des matrices de transformation successives. Par la suite, je peux toujours normaliser ces vecteurs par rapport à la masse, donc, et j'aurai donc la valeur finale ou l'expression finale du vecteur propre. Donc, comme j'ai dit, les différentes méthodes qu'on va exposer dépendent du choix de dépôt, tout simplement. Ces méthodes ne sont intéressantes que si la taille des matrices permet leur implémentation en mémoire centrale et si on désire la totalité des problèmes, des solutions propres. Première solution, donc, bien, première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de Jacobi classique, qui est beaucoup plus utilisée pour un problème K-phi est égal à lambda phi standard. J'ai dit tout à l'heure, bien que c'est spécifique pour ce système-là, et j'ai dit que tous les systèmes généralisés peuvent être transformés en système standard, là, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui veut dire que Jacobi classique reste valable pour tous. Donc, l'avantage, c'est sa simplicité et stabilité, et elle peut calculer toutes les valeurs propres, que ce soit positif, négatif ou nul, d'une façon générale, et de tout type de matrice symétrique. Donc, quand j'ai dit positif, négatif ou nul, ça peut toucher tous les problèmes autres que la dynamique des structures. D'accord? Donc, finalement, donc, avec le problème standard, la matrice transformée, la transposée de la famille transformée avec la matrice elle-même, donc ça va être l'identité, ce qu'on peut dire que la matrice de transformation doit être orthogonale d'une façon générale. Donc là, c'est le type de matrice qu'on utilise dans la méthode de Jacobi, ce qu'on appelle la matrice de rotation. Elle est construite de telle façon que si je veux éliminer le terme IJ, c'est-à-dire celui-là ou celui-là de la matrice K, bon, pas exactement celui-là, mais je dis le terme IJ de la matrice K, le terme extra-diagonal de la matrice K, je positionne mon cosinus, moins sinus, cosinus et sinus dans la ligne IJ et la ligne I et J et la colonne I et J. Tous les autres termes sont unités dans la diagonale et les autres termes, c'est des zéros partout. Donc, c'est des zéros partout. On l'appelle la matrice de rotation pour éliminer un élément extra-diagonal. Donc là, θ est choisi de telle façon à ce qu'éliminer le K et J à l'itération K plus 1. Avec θ qui va être défini donc avec cette expression-là, de KIJ à l'itération K sur KII à l'itération K moins KJJ à l'itération K si KII de K différent de KIJ. Et si les deux termes de la diagonale sont les mêmes, là, je vais prendre θ est égal à pi sur 4. Attention, attention, lors de la transformation, un élément éliminé à une étape peut devenir non nul à l'étape suivante. Donc, il faut bien choisir par quel élément il faut commencer. D'accord? Mais le plus souvent, on travaille par ligne ou bien par colonne, c'est-à-dire tous les termes extra-diagonaux de la même ligne, donc on va les traiter au fur et à mesure. Après, on passe à la ligne suivante et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la méthode de Jacobi cyclique. Et puis, en général, on ne va pas attendre que l'élément extra-diagonal soit égal exactement à 0, puisqu'on attend qu'il s'approche de 0, donc ce qu'on appelle la méthode de Jacobi avec un seuil. Là, si c'est à distance moins 2, à distance moins 3, à distance moins 4, j'arrête donc le processus. Donc, l'algorithme est vraiment dicté ici. Donc là, on va travailler sur un cycle, et dans chaque cycle, je vais essayer donc de faire varier le I et le J. Donc, vous regardez pour chaque ligne, comme je travaille par ligne ici, je fixe la ligne et je vais donc travailler sur la colonne. Donc, je vais prendre 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 et ainsi de suite. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. À chaque fois, donc J supérieur à I au fur et à mesure. Donc là, puisque les matrices sont symétriques, je vais m'intéresser donc uniquement à une partie supérieure de cette matrice-là. Et donc là, je vais beaucoup plus travailler sur ce facteur de couplage qui doit être nul. Donc, je vais le tester par rapport, je vais le calculer et je vais le tester par rapport à la tolérance que j'ai fixée au départ. Donc, ça, c'est comme c'est la méthode de Jacobi classique, donc je vais travailler qu'avec la liste. Il n'y a pas de masse. Et donc, je transforme au fur et à mesure les fameuses transformations ici
à chaque fois au fur et à mesure. Donc, vous allez remarquer qu'en général, puisqu'il y a des 1 partout, sauf il y a des cosinus, moins sinus, sinus et cosinus dans la partie IJ, vous allez voir que lorsque vous transformez, uniquement le terme en IJ qui va changer. Les autres termes vont rester les mêmes de cas, ils ne vont pas être influencés par le produit par A. Donc là, si vous voulez programmer ça, donc ça vous donne une idée sur cette programmation-là pour être plus simple dans le processus. Et puis vous testez à la fin, à chaque fois, entre deux valeurs consécutives, vous testez par rapport à votre epsilon, que ce soit sur les valeurs propres, puisque je n'ai pas de masse ici. Donc normalement, j'ai dit une valeur propre, c'est une rigidité sur la masse, c'est KII sur MII. Comme MII, c'est l'unité, donc je retrouve uniquement une valeur propre de type rigide. Et puis les coefficients de couplage, les extradiagonaux, les éléments extradiagonaux, ce qu'on appelle les KIJ, qu'on va essayer. Ça, c'est une sorte de norme. Donc, je vais les calculer et les comparer par rapport aux versions. Si la convergence n'est pas atteinte, je recommence avec un autre cycle. Et un autre cycle, c'est-à-dire une autre ligne et au fur et à mesure. Donc, un exemple de la méthode de Jacobi classique. Je prends toujours la matrice rigidité de tout à l'heure. Je vais essayer donc d'utiliser la méthode de Jacobi avec un seuil distance moins 2 pour calculer les valeurs et vecteurs propres. Donc, remarquez comme c'est 4 par 4. Pour un cycle, il faut faire 6 transformations. Exemple par ligne. Donc, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. Ça, c'est première ligne. Tout ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Et ça, c'est la troisième ligne. Comme c'est symétrique, je prends donc que la partie donc, symétrique, donc c'est celle-là. C'est ça les termes en général que je vais essayer d'annuler. Donc 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, et puis 3, 4. Donc ce sont les 6 éléments que je vais essayer de les éliminer en un cycle. Donc là, je prends le cycle 1 et je vais prendre donc I est égal à 1 et J est égal à 2. Donc je calcule θ avec l'expression que j'ai ici pour calculer θ, et puis j'ai besoin du cosinus et sinus pour calculer la matrice de transformation T1. Donc là, c'est la première matrice de transformation que je calcule, et elle va me donner la première matrice transformée K2. Donc je la retrouve ici. Ce K2-là, donc, que je le retrouve ici, ça va me permettre donc de la transformer par la suite lorsque j'ai un I est égal à 1 et J est égal à 3. Donc vous remarquez, avec K2, donc tout à l'heure, ça a donné ici un 0 et ici un 0. Donc j'ai éliminé le I est égal à 1 et J est égal à 2. Je vais essayer d'éliminer ceci. Donc quand j'élimine le I est égal à 1 et J est égal à 3, ça ne veut pas dire que les zéros vont rester 0. Il se peut qu'ils vont changer, donc là, ce n'est pas important. Et on va continuer sur les itérations. Donc là, je vais utiliser le K2 ici et je vais travailler sur 1 et 3. Donc on va ici en rouge et en bleu. Donc la transformation va être sur le 1 et le 3. Donc sur la ligne 1, ligne 3, colonne 1 et colonne 3. Donc là, je vais encore transformer avec cette nouvelle transformation pour calculer AK3 qui va me donner une nouvelle matrice de rigidité. Vous remarquez que tout à l'heure était ici 0, maintenant il n'est plus 0, donc ça a changé, mais il faut qu'on continue pour qu'on puisse. Donc j'ai calculé ceci maintenant pour être 0. Là, mon vecteur spectral, donc, pardon, vecteur donc, de valeur propre, c'est le produit des deux matrices déjà calculées de transformation. Je continue au fur et à mesure. Donc, en même temps, là, c'est 1 et 4. Donc, c'est 1 et 4. 1 et 4. D'accord? Je vais retrouver encore une quatrième matrice. Donc, la même chose, je vais éliminer 0 et 0. Et puis, je continue au fur et à mesure. Ça, c'est 2 et 3 parce que j'ai terminé la première ligne, je saute sur la deuxième ligne. Ça, c'est le deuxième élément de la deuxième ligne, c'est le 2, 4. Et je continue pour terminer le cycle. Et ça, c'est le troisième ligne avec le dernier élément. Donc, une fois les 6 transformations terminées, je retrouve cette équation-là, cette matrice-là, avec 6 matrices de transformation. Donc, en multipliant les 6 matrices de transformation, il me donne la matrice phi des vecteurs propres. Donc, vous voyez que les éléments ne sont pas nuls, mais quand même, elles commencent à diminuer. Donc, vous voyez, c'est des 0,5, 0. Elles commencent à avoir des approches, des convergences vers 0. Et remarquez que ces valeurs-là, c'est les valeurs qui nous intéressent parce qu'on va diagonaliser la matrice K et donc ça devient des valeurs, si vous voulez, de valeurs propres. Donc, une fois que le premier cycle est terminé,
avec ces 6 transformations, je vois que je n'ai pas encore convergé, les éléments extra-diagonaux n'ont pas encore convergé vers 0. Je refais la même chose pour le deuxième cycle, c'est-à-dire encore un deuxième cycle en partant de la dernière matrice de Richter que j'ai obtenue. Donc, cette matrice de Richter que j'ai obtenue, en partant de cette matrice, je vais continuer le deuxième cycle avec S égal à 2. La même chose donc pour tous les éléments 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 et ainsi de suite, les 6 transformations. Donc, une fois que je termine le cycle, j'obtiens cette matrice-là et de rigidité et cette matrice-là de phi. Donc, je remarque que j'ai toujours des éléments extra-diagonaux qui ne sont pas vraiment zéro, qui ont quand même une tolérance, une valeur supérieure à la tolérance, donc, comme celui-là. Donc, je n'ai pas encore convergé. Je refais le travail avec toujours le troisième cycle. Et après 3 cycles, donc vous voyez que j'ai obtenu une matrice diagonale intéressante où les éléments de la diagonale sont les valeurs propres que je cherche donc de façon claire. Là, donc ça, c'est une matrice de rigidité. Comme j'ai dit, c'est un problème classique. Donc, il n'y a pas de la matrice masse et l'unité. Finalement, la matrice de rigidité vous donne les valeurs propres que vous cherchez. Donc, vous voyez que tous les éléments extra-diagonaux sont nuls. Et bien sûr, la multiplication de toutes les matrices de transformation que vous avez utilisées vous donne les vecteurs propres des valeurs. Donc là, par la suite, il faut juste, par souci donc de classification, il faut prendre les valeurs propres du plus petit au plus grand pour rester donc correct. Voilà, donc il faut prendre de la plus petite, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Donc si vous prenez lambda 2, c'est 1,910, sachant que lambda 2 se retrouve ici, donc il faut faire attention, il faut prendre le vecteur correspondant qui est celui. Le lambda 1, c'est 0,400, le vecteur c'est celui-là. Le lambda 2, c'est 1,91. Le lambda 3, c'est 6,8, donc c'est le troisième. Et le lambda 4, c'est 13,9, c'est le quatrième. Donc, il faut faire attention au vecteur propre correspondant. Méthode de Jacobi généralisée, c'est exactement le même type que la méthode classique, sauf qu'elle est utilisée pour les éléments, les problèmes standards, même les problèmes généralisés. Donc là, la même chose, on diagonalise K et M sans passer par la transformation du problème propre et en utilisant donc, si vous voulez, une autre matrice de transformation qui est la matrice, donc, celle-là, donc avec, donc maintenant pour éliminer le terme extra-diagonal I et J, on utilise ici un 1, ici un bêta, ici un alpha et ici un. Tous les autres termes, c'est des 1, donc d'une façon générale. Donc, alpha et bêta sont choisis de telle façon à éliminer le terme KJ de la matrice rigidité et la matrice masse maintenant, parce que je travaille sur un problème généraliste. Donc là, j'ajoute la matrice masse et j'essaie de travailler sur la rigidité et la masse d'une façon générale. Donc, je vais diagonaliser et la matrice rigidité et la matrice masse en même temps. Il faut qu'ils soient en même temps. Donc là, je vais par plusieurs transformations travailler sur ceci. Donc par souci, donc puisque ceci va être nul, donc ça va me donner deux équations en alpha et bêta que je peux résoudre par la suite pour déterminer. Donc alpha est égal à 0 et bêta est égal à moins KIJ sur KIJ. Donc là, c'est simple. Donc quelqu'un les a mis donc, sur un petit algorithme qui va vous permettre de les programmer de façon simple avec des coefficients A1 qui sont A2, A3, A4 qui vont vous permettre de calculer alpha, donc A2 sur A4 et bêta moins A1 sur A4. Maintenant, si la condition A4 est nulle, c'est-à-dire si cette condition-là existe, d'accord, je vais quand même prendre alpha est égal à 0 et bêta est égal à moins KIJ sur KIJ, de façon globale. Donc là, la méthode reste la même, sauf que je dis et la matrice de rigidité, on va travailler, et la matrice masse, on va travailler. Donc, je vais éliminer les éléments extra-diagonaux de la rigidité et les éliminer en même temps, c'est un et, les éléments extra-diagonaux de la masse. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Et puis, donc, on arrive à un calcul de convergence. On converge vers la matrice, les valeurs propres. Maintenant, comme la masse existe, la valeur propre, c'est le rapport de K sur I, c'est-à-dire les pivots, KII et NII de l'itération donc convergée. Et puis, on fait le test du couplage entre les éléments extra-diagonaux de la rigidité et de la masse. Donc, si la convergence n'est pas atteinte, on commence un nouveau cycle. Donc, un exemple rapide, bien que c'est un exemple de 2 par 2, donc c'est rapide.
Donc, je rappelle ici la procédure. Je calcule AI. Donc là, ça me donne alpha et bêta. Alpha et bêta, ça me donne une transformation de ce type. Donc, 1 alpha, bêta et 1. Et puis, je vais l'utiliser pour transformer donc le M et K. Ça me donne K2 et M2. D'accord? Donc, K2 et M2. Comme j'ai une seule transformation, donc c'est un seul terme à diagonaliser et à éliminer, c'est le terme N2, que ce soit dans la liste de la masse. Donc, j'obtiens déjà une matrice diagonale et une matrice diagonale de rigidité et de masse. Maintenant, si vous voulez calculer les valeurs propres, donc vous faites le rapport des pivots, 4 sur 2 et 0 sur 6. 4 sur 2, c'est 0, donc ça c'est 4 sur 0 sur 6, c'est la première, et 4 sur 2, c'est la deuxième, si je veux respecter donc l'ordre, c'est de la plus petite vers la plus grande. D'accord? Donc ça me donne une matrice spectrale de 0,2, et puis je vais calculer phi par rapport à une diagonalisation, par rapport à une normalisation, où j'ai une seule matrice de transformation. Donc, j'ai la première matrice de transformation que je multiplie par les éléments diagonaux, donc de façon directe. Et ça me donne donc le vecteur la matrice des vecteurs propres arrangée selon 0 et 2. Donc, remarquez que même si vous calculez le déterminant de K, vous allez trouver un déterminant K est égal à 0. Donc, la K est singulière. Donc, même si elle est singulière, j'ai pu calculer une valeur propre qui est la valeur 0. J'ai dit tout à l'heure, la valeur 0 correspond à un mouvement de corps rigide. Troisième type d'itération de transformation, c'est ce qu'on appelle les méthodes Householder-QR itération inverse. Donc là, je vais donner les principes généraux de cette méthode-là, bien que le détail est beaucoup plus important. Si vous voulez donc revenir un peu aux références, surtout j'ai dit le bouquin de Bath, donc il a une explication détaillée de cette itération. Donc là, c'est une méthode qui repose sur trois grandes étapes. Les transformations Householder pour rendre la matrice tridiagonale maintenant. Donc, on transforme pour rendre la matrice tridiagonale. Tridiagonale, ça veut dire qu'on a une diagonale et on a donc deux codiagonales au fur et à mesure, autour de cette diagonale non nulle. Donc, appliquer l'itération QR pour obtenir toutes les valeurs propres et calculer les vecteurs propres par une des méthodes appropriées, généralement l'itération inverse. Donc, ça, c'est la matrice tridiagonale. Donc, on a l'élément diagonal et on a deux éléments autour de cette diagonale donc qui ne sont pas égaux à 0. Tous les autres sont nuls. Donc, le but de Householder, c'est de tridiagonaliser. Bien sûr, pour tridiagonaliser, on utilise des matrices de transformation. Ces matrices de transformation sont de ce type-là. C'est ce qu'on appelle les matrices de réflexion qui reposent sur cette égalité-là, l'identité moins θk, un facteur qui est égal au vecteur choisi. Donc, ça, c'est les vecteurs qui vont être choisis au départ pour pouvoir entamer les itérations. Donc, ce vecteur, en général, c'est des vecteurs qui vont nous permettre d'exprimer une certaine réflexion, ce qu'on appelle réflexion. Réflexion, c'est comme sur un miroir, donc par rapport à un plan. Et ce plan-là, sa normale, c'est beaucoup plus le WK. Donc, si j'ai un plan avec une normale WK, donc tout vecteur V ici, ou bien tout vecteur V, est réfléchi par rapport à T, la transformation multipliée par V. Donc, c'est ça à peu près. Donc, ce que je cherche ce vecteur-là qui est dans la normale du plan, il va me permettre de réfléchir un vecteur par rapport au produit T fois le même vecteur. Donc là, quelqu'un l'a fait en détail. Donc, si vous voulez, c'est à peu près une idée comment calculer les WK, si vous voulez. Donc là, le détail est vraiment dans le livre de Bath. Donc là, on passe par des partitions. Si je veux réduire la première colonne, si je veux calculer W1, donc je vais partitionner selon le premier, le K11, première ligne, première colonne. Je vais retenir ceci, moins 4, 1, 0, qui va représenter, si vous voulez, ce K1, donc ce qui reste ici, d'accord? Et puis, donc, je vais utiliser le K1 ici, c'est la norme. Donc, la norme, c'est la racine carrée de la somme des carrés. Et E1, c'est le vecteur unitaire suivant la première direction. Donc là, si vous utilisez tout ça,
vous allez trouver votre θ1, vous allez trouver votre W1, que vous allez utiliser ici pour retrouver votre première matrice de transformation. C'est ça votre première matrice de transformation. Que vous allez utiliser ici dans K1 pour retrouver votre première matrice transformée. Donc, si vous voulez continuer la transformation avec le K est égal à 2, donc on réduit à la deuxième colonne. Et là, donc, vous voyez que la même matrice ici qu'on a utilisée à la fin de la première itération. Donc, je vais prendre sur 2, 2, et je vais considérer ceci comme élément, donc celui-là, K2. K2 en général. Là, c'est la norme de ce vecteur de la racine carrée de la somme des carrés, et toujours E1, donc 1, 0. Vous retrouvez donc un vecteur W2 avec une valeur θ2 que vous remplacez dans la matrice de transformation, vous obtenez la deuxième matrice de transformation. Donc, vous voyez qu'une fois que je transforme K2, je retrouve K3, vous voyez que les éléments donc extra-diagonaux sont nuls, et j'obtiens donc une matrice tridiagonale, donc à 3 termes de la diagonale. Donc ça, c'est un exemple pour choisir le W. Alors, deuxième étape, c'est l'itération QL. L'itération QL, c'est simple comme son nom l'indique. Je vais décomposer K en QL, c'est-à-dire en matrice orthogonale et en matrice triangulaire supérieure. Matrice orthogonale, c'est Q. Ça veut dire que tu l'as transformé, la transposée de la matrice est égale à l'inverse de la matrice. Et la matrice S, c'est une matrice triangulaire supérieure, donc avec une diagonale qui n'est pas forcément égale à 1. On peut utiliser la même matrice de transformation de Jacobi pour retrouver ces matrices-là. Donc là, si je change ici, je fais donc une combinaison avec ceci, je vais retrouver RQ est égal à Q transpose K. À chaque fois qu'il y a un matrice transpose Q avec la matrice, ça c'est une forme de transformation. C'est une forme de transformation de la matrice pour pouvoir diagonaliser, tridiagonaliser, ainsi de suite. Donc c'est une forme de transformation qu'on a déjà vu. On peut utiliser les algorithmes pour ceci. Et enfin, donc, la troisième étape, j'ai dit, vous calculez ici les valeurs propres, mais la dernière étape, c'est de calculer les vecteurs propres. Là, les vecteurs propres, donc, c'est la multiplication des matrices de transformation pour retrouver les initiaux du système initial. Donc, avec les troisièmes catégories des problèmes concernant, j'ai dit les problèmes grands qui ne sont pas très grands. On a dit, on a les méthodes d'itération vectorielle, on a les méthodes de transformation. Maintenant, on a l'itération sur le polynôme. Un polynôme, j'ai dit, c'est P lambda qui est un polynôme caractéristique du déterminant K moins lambda. Donc là, les racines de polynôme sont les valeurs propres. Comme l'ordre du polynôme est vraiment, vraiment important, c'est-à-dire, j'ai dit des dizaines de milliers de valeurs, je ne peux pas calculer mathématiquement, donc on passe par des systèmes numériques approchés, entre autres, donc l'itération. Donc, on va itérer pour pouvoir résoudre ce polynôme-là. Donc, là, on opère directement sur la matrice K et M initiale, pas besoin de les transformer, mais la méthode ne donne que les valeurs propres, les vecteurs propres sont calculés par une autre méthode appropriée. Donc, on a deux types, c'est la méthode explicite et la méthode implicite. Si j'arrive à écrire le polynôme sous cette forme-là, c'est-à-dire à développer mon déterminant pour retrouver un polynôme et pour retrouver tous les coefficients AI, donc je peux utiliser la méthode explicite. Là, donc, ça va un peu plus difficile. Mais inconvénient, pour de grands systèmes, le calcul est très important, donc je n'arrive plus à exprimer mes AI. Et une petite erreur dans le calcul des AI va me donner une grande erreur dans les racines du polynôme. Cette méthode est généralement abandonnée pour laisser la place à la méthode implicite qui calcule sans passer par les AI. Elle utilise directement K et M pour travailler sur les matrices N. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décompose la matrice K moins lambda M en LS, une matrice, ce qu'on appelle lower matrice, et super matrice. Donc, lower matrice, c'est une matrice triangulaire inférieure avec éléments diagonaux égal à 1. Et la matrice S, c'est une matrice supérieure, triangulaire supérieure. D'accord? Donc, si je veux calculer le déterminant de ça, ça sera le déterminant de L fois le déterminant de S. Donc, c'est le déterminant de L fois le déterminant S. Comme L est une matrice triangulaire inférieure avec des éléments diagonaux égal à 1, le déterminant général est égal à 1. Donc, il me reste une matrice supérieure avec des éléments en diagonale qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas égales à 1. Donc, le déterminant de S, c'est le produit des éléments de la diagonale de S, S. Donc, dans ce cas, donc si j'arrive à décomposer ce système-là en LS, mon déterminant de ce système
va être carrément égal au produit des valeurs de la diagonale de S. Donc, K moins lambda est symétrique et n'est pas altéré, donc je peux encore simplifier ma décomposition. Je peux encore décomposer S en DLT et on a la fameuse décomposition K moins lambda 1 entre L, D, LT. Et là, donc, là, le déterminant de L, c'est 1, le déterminant de LT, c'est 1, il me reste le déterminant de la matrice diagonale. Donc, finalement, le déterminant de mon polynôme, c'est le produit donc, des éléments de la diagonale de T. Donc là, bien sûr, ce n'est pas évident pour calculer maintenant P de lambda. P de lambda, donc, on va essayer d'utiliser une méthode itérative, ce qu'on appelle l'itération séquente, qui repose sur carrément une interpolation linéaire. Donc, j'ai deux valeurs, donc je vais essayer d'interpoler de façon linéaire pour retrouver donc une itération ou bien pour accélérer une itération. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'itération séquente reposant sur une interpolation linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit nu1 et nu2 de départ. Ça, c'est pour augmenter, donc, pour démarrer donc l'itération. Nu3 sera calculé par cette expression-là. Puis, je vais utiliser nu3, bien sûr, je vais l'incorporer dans P de lambda et voir est-ce qu'elle tombe vers 0 ou non. Si elle tombe, donc c'est bon. Si elle ne tombe pas, donc je vais encore changer les valeurs de nu3. Donc, je vais utiliser nu2 et nu3 dans cette expression-là pour calculer nu4. Je vais voir la convergence et ainsi de suite, donc jusqu'à la convergence de P de lambda vers 0. Cette technique à utiliser avec précaution car des valeurs de nu1 et de 2 arbitraires peuvent ne pas converger. Donc, un exemple de matrice, donc, rigidité et masse, donnée, 3 par 3. Je veux calculer donc par la méthode d'itération séquente lambda 1 en utilisant les deux valeurs premières. Donc, ce sont des valeurs qui sont choisies au hasard, moins 1 et 0. Donc, je vais les incorporer. Donc, P de 1, je vais calculer P de 1, c'est le déterminant de K moins nu M. Donc, je calcule, je décompose la matrice trouvée en L, D, ça c'est L, ça c'est D, et ça c'est LT. D'accord? Donc, bien sûr, le déterminant de P de moins 1, c'est le produit de ça, les éléments de la gamme. Donc, on retrouve 26,25. Je refais pour 0, la deuxième valeur. Donc, la même chose, je décompose en L et LT et je calcule le produit, ça me donne 12. Donc, le premier 26 et 12. La prochaine décalage, c'est nu3 par interpolation linéaire. Elle va me donner, donc en utilisant nu2 et nu1, P de nu2 et P de nu1, je retrouve donc 0,8421. D'accord? Donc, P de 0,8481, c'est le déterminant de cette valeur-là, de cette matrice-là. Je la décompose en LDLT comme celui-là et je vais retrouver donc nu4. Donc, vous voyez que je n'ai pas encore convergé vers 0 parce que j'ai toujours 4,7150 pour P de lambda. Donc, avec celui-là, je continue ici pour déterminer toujours par l'expression, cette expression-là, donc toujours la nouvelle valeur de nu, d'accord, pour que je puisse encore aller vers une autre itération. Donc, on remarque qu'après 6 itérations, j'arrive quand même à une valeur ici presque 0 à la précision voulue. Donc, ce qui veut dire que j'ai un P de lambda 1,9817 qui va me donner un nu P de lambda qui converge vers 0 avec un nu8 de 1,9993. Donc, je retiens ceci à la précision donc, que j'ai définie au départ. Alors, dernière étape dans cette première catégorie, c'est ce qu'on appelle les méthodes basées sur le problème, c'est le propriété de la séquence de Stone. Donc, c'est simple. La séquence de Stone, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de faire une séparation entre les valeurs propres d'une façon générale. Donc là, cette propriété-là, si je prends un réel quelconque nu et que je décompose la matrice K-1 en LDLT, c'est simple, je vais compter le nombre de termes négatifs dans les pivots de D pour dire que le nombre de termes négatifs dans D est égal au nombre de valeurs propres inférieures à 1. C'est simple. Donc, là, ça me donne une idée par rapport à n'importe quel mu choisi, je vais voir combien de valeurs propres j'ai dans cette catégorie entre 0 et 1. Donc, on ne détermine que les valeurs propres. Les vecteurs propres sont calculés par une autre méthode. Et puis, donc, on peut calculer deux bornes, une borne supérieure et une borne inférieure.
Pour trianguler, donc, la même chose. Donc, si je triangule ceci, c'est simple. Il faut la décomposer et utiliser l'information sur les valeurs propres à partir des signes des éléments diagonaux de la matrice factorisée. On utilise généralement la méthode de la bisection. Donc, l'algorithme de la méthode se retrouve ici. Donc, je vais factoriser ceci et compter le nombre de valeurs propres inférieur à lambda i, d'abord inférieur. Et puis, je prends ls et je vois combien j'ai de valeurs propres inférieures à ls, ce qui veut dire que je peux avoir qs moins qi entre ls et n. Utiliser la technique de la bisection pour cerner les intervalles des valeurs propres. Et puis, à la position voulue, calculer les valeurs propres par une méthode plus effective, telle que la méthode d'itération séquente, et déduire les vecteurs propres correspondants. Inconvénient, donc il faut à chaque fois obligatoirement factoriser ça. Donc, ça demande du temps. Et puis, la convergence peut être très longue lors de la recherche des intervalles isolant les valeurs propres. Donc là, on rentre maintenant dans la dernière catégorie. Je m'excuse, c'est un cours très long parce qu'il y a beaucoup de numérique ici, mais je juge que c'est nécessaire pour que vous puissiez un petit peu avoir une idée générale sur toutes les méthodes numériques qui peuvent exister. Donc, dernière partie, donc c'est les méthodes de résolution des grands systèmes propres. Il y a deux actuellement, ce qu'on appelle la méthode de la recherche du déterminant et la recherche de l'itération sur le succès. En général, en dynamique des structures, on n'a pas besoin de toutes les valeurs des vecteurs propres. Donc, si un système a 10 000 degrés de liberté, je ne vais pas m'amuser à calculer les 10 000 degrés de liberté. Et puis, en général, je n'ai pas besoin d'une seule valeur propre. C'est très rare qu'une seule valeur propre est suffisante pour calculer la réponse dynamique. Le plus souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a besoin peut-être de 10, de 5, 10, maximum peut-être 12, 15 valeurs propres sur des dizaines de milliers de degrés de liberté. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les premières valeurs propres. C'est-à-dire, c'est les P plus petites valeurs propres qui m'intéressent. Dans ce cas, je ne suis pas obligé d'utiliser donc les techniques de façon générale. Les techniques qu'on a vues donc jusqu'à maintenant. Donc là, c'est le rôle et le but à partir de l'itération sur plusieurs espaces ou bien de la recherche du déterminant. Je commence par la recherche du déterminant. Donc, trois principes. Une itération polynomiale sur P lambda, une utilisation de la propriété de la séquence de Storm pour vérifier exactement qu'on ne saute pas de valeur propre, et puis une itération inverse avec translation spectrale. La méthode suggère qu'on commence d'abord par calculer une approximation de la valeur propre par itération polynomiale, puis on déduit le vecteur propre par itération inverse avec translation spectrale. Donc là, cette méthode repose sur d'abord supposer un couple lambda 1 phi 1 et puis essayer de le situer par rapport à des valeurs, donc des approximations, nu k moins 1 et nu k qui restent plus petites que lambda 1. Donc le premier objectif est d'obtenir un décalage proche de lambda 1 par itération séquente accélérée qu'on utilise donc dans ceci. Pourquoi c'est accéléré? Donc tout à l'heure, on a pris ici est égal à 1. Maintenant, ça c'est l'interpolation linéaire de tout à l'heure, si je prends état est égal à 1. Donc là, c'est l'itération séquente. Maintenant, on accélère en posant état est égal à 2. Je peux accélérer le processus d'itération. Donc, par la suite, comme j'ai dit, on utilisera la suite de Storm pour qu'on élimine le risque de sauter une valeur propre. Donc là, si je décompose toujours mon problème propre en LDRT, je compte le nombre et je vais dire que P de lambda est égal au produit des gains. Une fois trouvé nu k proche de lambda 1 par itération séquente, on calcule donc une nouvelle fois donc le problème décalé de nu k et on fait une itération inverse donc avec l'algorithme de l'itération inverse. On termine par un test de convergence sur les K et les N. Donc, dernière méthode, c'est la méthode de l'itération sur sous-espace. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va travailler sur un sous-espace. On va prendre les P premières solutions. Je vais générer Q vecteurs initiaux. En général, le Q est inférieur à P, où P est le nombre de couples recherchés. Je vais effectuer une analyse de Ritz par itération inverse sur ces Q vecteurs pour extraire les meilleures approximations de valeurs et vecteurs propres. Et puis, après convergence de l'itération, utiliser le test de la séquence de Storm pour vérifier toujours qu'on ne saute pas des valeurs et vecteurs propres et qu'on calcule exactement ce qu'on veut. Un rappel rapide, je vous laisse le soin de lire ça de façon très près. Donc, un rappel rapide sur la méthode de Ritz.
la méthode de RIS permet donc de transformer des vecteurs et des matrices de n par n à des valeurs de Q, c'est-à-dire réduire l'espace de n à un espace de Q. C'est tout. Donc ça, c'est très important. En partant d'une proposition que le vecteur propre est une combinaison des Q vecteurs de RIS. Donc ça, c'est phi initial. Il est donc une combinaison de AI avec les vecteurs de RIS sous la forme donc condensée, on écrit donc phi fois A. On cherche les AI pour que phi soit proche d'un vecteur proche du système initial. Donc là, c'est le but. En passant par le quotient de Rayleigh, d'accord, de façon donc à définir un quotient sous forme de rigidité sur une masse. Donc ça, c'est le quotient de Rayleigh. Et puis, donc, ça, c'est ça les transformations qui nous permettent de passer d'une matrice K&M de n par n à une matrice K&M de Q par Q. Donc, ça permet de réduire mon espace de n par n à Q par Q. Et là, vous voyez que je travaille avec Q équation au lieu de travailler avec n équation. Donc, je rends le quotient stationnaire pour minimiser donc mon quotient de Rayleigh. Donc, par rapport au coefficient AI, parce qu'ils sont uniques, et là, donc, je vais dériver par rapport à AI pour que la dérivée soit égale à 0. Ceci, donc, me donne un problème propre de ce type-là que je peux résoudre si la valeur propre c'est ρ et le vecteur propre c'est A. Si j'ai la valeur propre ρ et j'ai A, donc je peux retrouver mes valeurs initiales qui sont lambda et phi. Donc, je vais résoudre dans un espace de Q par Q ce système propre, comme j'ai dit, avec une valeur propre lambda ρ et une valeur et vecteur propre A. Donc, ça me donne le couple A ρ. Et puis, je vais retrouver mes lambda et phi tout ça. Là, phi, donc, c'est la combinaison avec les AI. En général, donc, on entame la procédure de Ritz avec un vecteur de ce type-là, qui est égal à k phi. Et ce vecteur-là, donc, c'est carrément tout est zéro, sauf 1 qui correspond à la valeur du rapport KIJ sur MIJ, qui est égal à l'unité en général. Donc là, pardon, qui est égal au plus petit rapport. La méthode de sous-espace, finalement, avec la méthode de Ritz, ça consiste donc à appliquer plusieurs fois la méthode de Ritz en améliorant les vecteurs de Ritz par itération inverse. Ritz force les vecteurs phi à rester orthogonaux entre eux et l'itération inverse ajuste la base vectorielle de Ritz de manière à assurer la convergence des vecteurs propres correspondant aux plus petites valeurs propres. L'algorithme, donc, je vous laisse le soin de décortiquer. Donc, comme j'ai dit, c'est un algorithme qui ressemble un petit peu à la méthode, à l'algorithme de la méthode d'itération inverse, puisqu'il est basé sur une itération sur un sous-espace Q. D'accord? Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille beaucoup plus avec les K bar et M bar, d'une façon générale, et on essaie de résoudre dans l'une des méthodes de Jacobi ou bien de Hauswalder le problème propre qu'on a retrouvé à partir de cette transformation de n par n à q par u, et ça continue jusqu'à une convergence donc, totale par rapport à un seuil cherché. D'accord? Donc, la même chose, le choix des vecteurs initiaux, c'est de la même manière. Donc, c'est des forces, c'est des vecteurs forces initiaux. Donc, c'est toujours le rapport qui est donc le minimum. Donc, on va lui attribuer 1, les autres, c'est 0. Donc là, pour que ça soit plus convergent et rapidement convergent, il est préférable que l'espace que vous cherchez, c'est-à-dire le nombre de valeurs et vecteurs propres que vous calculez, soit le minimum entre P plus 8 et 2P, si vous voulez. Ça, c'est l'expérience des chercheurs. Et là, donc, là, vraiment, c'est un algorithme qui est très détaillé. Vous le trouvez chez Bath. Vous pouvez programmer ça, comme j'ai dit, en s'amusant. Vous pouvez programmer ça et vous aurez donc une méthode de sous-espace prête pour n'importe quelle matrice. D'accord? Donc, un exemple pour terminer ce cours-là, l'exemple du sous-espace, c'est la matrice K et la matrice M. Donc, l'algorithme est ici. Donc, je vais démarrer avec un choix, puisque je vais réduire mon espace de travail de 3 par 3 à 2 par 2. Donc, je vais choisir deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est celui-là, et le deuxième vecteur, c'est celui-là. Donc, je pouvais faire 2 sur 1 demi, donc c'est 1, 4 sur 1, c'est 1, 2 sur 1 demi, c'est 1, donc c'est KIJ sur MIJ.
et je prends les plus petits. Mais bon, à la limite, j'ai pris n'importe quel vecteur et j'ai essayé de démarrer mon système itératif sur un espace de 2. Donc là, je commence par définir mon nouveau vecteur force et calculer le x2 que je cherche dans la résolution du système. Donc x2, c'est 3 par 2. Je vais utiliser x2 pour déterminer mes transformations en passant de 3 par 3, k et m de 3 par 3 à 2 par 2, donc les nouvelles valeurs de k que j'ai appelées k bar et m bar. Donc là, je passe au sous-espace 2 par 2 et je retrouve mes nouvelles valeurs de rigidité et de masse 2 par 2 que je peux résoudre en problème propre pour me donner donc un vecteur propre et des valeurs. Donc là, ce vecteur n'est pas le final. Je vais l'utiliser pour déterminer le vecteur final parce que je suis passé je dois trouver, au lieu de 2 par 2, je dois trouver donc des vecteurs de 3 par 2. Parce que les vecteurs propres sont d'ordre donc 3 et j'ai deux vecteurs. Là, donc, je retrouve mes vecteurs propres, donc 2 et 4, et mes valeurs propres 2 et 4, et mes vecteurs propres, donc déterminés finaux, c'est les x2. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce chapitre-là. Comme j'ai dit, ça a vraiment pris du temps, mais je pense que ça nécessite, et c'est intéressant, de terminer tout le chapitre. Vous aurez une idée globale sur toutes les méthodes numériques qui peuvent exister dans la littérature. Et il y a des méthodes comme le sous-espace, et la méthode surtout de sous-espace, c'est la méthode la plus utilisée dans les logiciels actuels, comme que ce soit ANSYS, Adina, donc SAP, ce que vous voulez, vraiment les logiciels professionnels. On trouve cette méthode de sous-espace pour le calcul des valeurs et vecteurs propres en dynamique. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'étais pas trop long pour vous, mais je pense que ça vaut la peine de suivre ce chapitre jusqu'à la fin. Je vous remercie. Le chapitre 11, vibration forcée des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Donc, après avoir vu les calculs des valeurs vecteurs propres pour les systèmes libres, donc vous pouvez utiliser maintenant les valeurs que vous avez calculées de fréquence et mode propre pour calculer les réponses dynamiques qui sont les vibrations forcées des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Je vous remercie.